Avez-vous jamais imaginé ce que c'est de se réveiller chaque jour en sachant que vos petits-enfants sont à seulement 15 minutes de distance, mais que vous ne pouvez pas les voir? Mon nom est Sylvie, j'ai 69 ans, et pendant 3 longs mois j'ai vécu ce cauchemar à Lyon, France. C'était un matin froid de novembre quand tout a commencé à s'effondrer. Le vent glacial soufflait dans les rues étroites du 6e arrondissement, où j'habite depuis 40 ans. Je préparais les croissants préférés de mes petits-enfants, Emma de 8 ans et Louis de 5 ans, comme je le faisais tous les mercredis quand ils venaient me rendre visite après l'école. Mon appartement au 3e étage a vue sur le parc de la Tête d'Or, et j'imaginais toujours Emma et Louis y jouer, courant entre les arbres dorés de l'automne. Mais ce jour-là, le téléphone a sonné. « Maman Sylvie ?» C'était la voix de mon fils Thomas, hésitante, presque chuchotant. « Oui, mon chéri, les petits arrivent ?» Le silence de l'autre côté m'a glacé plus que le vent dehors. « Non, ils ne viendront plus, maman. » Mes mains ont tremblé en tenant le téléphone. « Comment ça? Ils sont malades? » C'est Isabelle, elle a dit que tu interférais trop dans leur éducation. Isabelle. Ma belle-fille. La femme que j'avais accueillie dans ma famille comme une fille, que j'avais aidée quand Emma était née, en prenant soin d'elle pendant les nuits de fièvre. La même femme à qui j'avais enseigné la recette du pot-au-feu de notre famille. Mes souvenirs remontaient à l'époque où Isabelle était enceinte d'Emma. J'étais là à chaque rendez-vous médical qu'elle me permettait d'accompagner, j'avais tricoté des petites chaussettes roses et bleues, ne sachant pas encore si ce serait une fille ou un garçon. Quand Emma était née, j'étais la première personne qu'Isabelle avait appelée après Thomas. « Sylvie, venez vite. »« Elle est magnifique », avait-elle dit, la voix pleine d'émotion. J'avais passé des nuits entières à bercer Emma quand elle avait des coliques, chantant les berceuses que j'avais chantées à Thomas quand il était petit. Isabelle me remerciait alors, disant qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans moi. Et quand Louis était né 3 ans plus tard, l'histoire s'était répétée. J'étais devenue leur garde d'urgence, leur confidente, leur soutien. Thomas, je veux seulement le meilleur pour eux. Je sais, maman, mais elle est furieuse. Elle a dit que tu avais critiqué la façon dont elle habille Emma pour l'école, que tu remettais en question les horaires des repas. Ma voix est sortie brisée. J'ai seulement suggéré qu'Emma porte un manteau plus chaud. Il fait 3 degrés. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de discussion. S'il te plaît, maman, laisse-lui le temps de se calmer. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé les croissants dorés sur la table, encore chauds, attendant de petites mains qui ne viendraient pas. Les larmes ont brouillé ma vision, et pour la première fois en années, je me suis sentie complètement seule. La cuisine, qui quelques minutes auparavant sentait bon le beurre et la pâte fraîche, me semblait maintenant froide et vide. Les 2 petites chaises que j'avais achetées spécialement pour Emma et Louis, une rose avec des fleurs pour elle, une bleue avec des voitures pour lui, me regardaient avec accusation. Sur le réfrigérateur, leurs dessins colorés continuaient de sourire, ignorant de la tempête qui venait de frapper notre famille. Les jours suivants se sont traînés comme une agonie silencieuse. Je passais dans les rues de Lyon en voyant des grands-mères avec leurs petits-enfants, et mon cœur se brisait un peu plus. Dans les après-midi de mercredi, je me surprenais à préparer inconsciemment les goûters qu'Emma et Louis adoraient, seulement pour me rappeler qu'ils ne viendraient pas. Le mercredi suivant a été particulièrement difficile. J'avais préparé par habitude leur chocolat chaud préféré, celui d'Emma avec de la crème fouettée et des petits marshmallows en forme d'étoile, celui de Louis avec du caramel et sans crème parce qu'il n'aimait pas la texture. Je suis restée assise à la table de la cuisine, regardant les 2 tasses se refroidir lentement, jusqu'à ce que le chocolat forme une pellicule à la surface. J'ai essayé d'appeler Thomas plusieurs fois, mais il disait toujours la même chose, « Isabelle a besoin de temps, maman. » Du temps pourquoi? Pour m'oublier? Pour que je sois effacée de la vie de mes petits-enfants? Pour accepter que mes petits-enfants grandissent sans vraiment connaître qui je suis? Les nuits étaient les pires. Je restais éveillée dans mon lit, écoutant les bruits de la ville à travers les fenêtres, pensant à Emma qui avait peut-être fait un cauchemar et ne pouvait pas m'appeler pour que je lui raconte une histoire.
ou à Louis qui avait peut-être perdu sa dent de lait et voulait me montrer le trou mignon dans son sourire. J'avais commencé à éviter certaines rues de Lyon, celles qui passaient devant l'école d'Emma, le parc où nous allions nourrir les canards, la boulangerie où Louis choisissait toujours le pain au chocolat avec le plus de pépites. Chaque endroit était devenu un rappel douloureux de ce que j'avais perdu. Un après-midi, 3 semaines après l'interdiction, je les ai vus. J'étais sur la place Bellecour en train de faire des courses quand j'ai aperçu Emma et Louis avec Isabelle. Mon cœur s'est emballé. Emma portait seulement un petit pull fin, tremblant dans le froid cinglant de décembre. Instinctivement, j'ai marché vers eux. « Emma !»« Louis !» ai-je crié, en faisant signe de la main. Emma m'a regardé avec ses grands yeux bleus, identiques à ceux de son père, et a commencé à courir vers moi. Mais Isabelle l'a attrapée par le bras, la tirant brusquement. « Non », a-t-elle dit, me fixant avec des yeux froids comme l'hiver. « Venez, les enfants. Mamie Sylvie. » Louis a crié, tendant ses petits bras vers moi par-dessus l'épaule de sa mère pendant qu'ils étaient traînés au loin. Je suis restée là, debout au milieu de la place, avec des gens qui passaient autour de moi, me sentant comme si mon monde s'était écroulé. Dans le regard d'Emma, j'avais vu de la confusion et de la tristesse. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas venir me voir, pourquoi sa mère la tirait loin de sa grand-mère qui lui manquait. Cette nuit-là, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari Henri, 5 ans auparavant. Je me suis souvenu des derniers mots qu'Henri m'avait dit à l'hôpital: « Prends soin de notre famille, Sylvie. Assure-toi qu'ils se souviennent combien nous les aimons. » J'avais l'impression d'avoir failli à cette promesse. C'est alors qu'une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée qui changerait tout. Mais ce que je ne savais pas encore, c'était que ma décision révélerait des secrets qui ébranleraient notre famille pour toujours, et qu'Isabelle, la femme qui me méprisait, serait bientôt à mes pieds en implorant mon pardon. Assise dans ma chambre cette nuit-là, j'ai ouvert la boîte à souvenirs que je gardais sous mon lit. À l'intérieur, il y avait des photos d'Emma et Louis depuis leur naissance, leur premier dessin pour moi, une mèche de cheveux de chacun de leur première coupe. Il y avait aussi quelque chose d'autre, quelque chose qu'Isabelle m'avait confié il y a 2 ans et que j'avais juré de garder secret. Mais peut-être que le moment était venu de repenser cette promesse. Si vous voulez découvrir quel était ce secret et comment il a complètement changé notre histoire, continuez à regarder. Ce qui s'est passé ensuite était si bouleversant que même moi je ne m'y attendais pas. 2 semaines de plus s'étaient écoulées depuis la rencontre sur la place Bellecour, et je n'arrivais pas à sortir de ma tête l'image de Louis tendant ses petits bras vers moi, ni le froid qu'Emma ressentait avec ses vêtements inadéquats. C'était la veille de Noël, et Lyon était couverte d'une fine couche de neige. Les lumières dorées décoraient les rues, et les vitrines des magasins étaient remplies de jouets que j'aurais aimé acheter pour mes petits-enfants. Mais je ne pouvais pas. J'étais interdite de les voir. Assise dans mon fauteuil préféré, regardant par la fenêtre vers le parc où j'avais emmené Emma et Louis tant de fois pour nourrir les canards, un souvenir m'est venu à l'esprit. Il y a 2 ans, Isabelle m'avait confié un secret. Nous étions dans la cuisine en train de préparer le dîner pour l'anniversaire de Thomas, et elle, après quelques verres de vin, m'avait dit quelque chose qui n'aurait jamais dû sortir de sa bouche. Ce soir-là, nous préparions le bœuf bourguignon préféré de Thomas. Isabelle semblait nerveuse, buvant plus de vin que d'habitude. Je me souviens qu'elle portait une robe bleu marine que je lui avais offerte pour son anniversaire. Ses cheveux étaient attachés en chignon, mais quelques mèches s'échappaient, lui donnant un air vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. « Sylvie » avait-elle chuchoté, regardant nerveusement vers la porte, « j'ai besoin de te dire quelque chose, mais tu dois me promettre de ne jamais en parler à Thomas. » J'avais promis, comme n'importe qui l'aurait fait. Après tout, elle était ma belle-fille, une partie de la famille. Je me souviens avoir posé le couteau que j'utilisais pour couper les légumes, me tournant complètement vers elle pour lui donner toute mon attention. Avant de connaître Thomas, j'étais avec un autre homme. Nous avions une relation sérieuse. Très sérieuse. Ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait. Thomas pense qu'Emma est sa fille, mais il existe une possibilité qu'elle ne le soit pas. Mon sang s'était glacé à ce moment-là.
Isabelle, qu'est-ce que tu dis? J'étais enceinte quand j'ai rencontré Thomas. Seulement quelques semaines. Mais l'autre homme, il ne voulait pas assumer la responsabilité. Thomas était si gentil, si aimant, et quand Emma est née, elle avait les yeux bleus comme lui. J'ai pensé que c'était un signe. Elle m'avait parlé de Marc, cet homme qu'elle avait fréquenté avant Thomas. Un photographe freelance, avait-elle dit, quelqu'un de bohème qui rêvait de voyager le monde mais qui fuyait les responsabilités. Quand elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, il avait disparu du jour au lendemain, laissant seulement un mot disant qu'il n'était pas prêt à être père. Il m'avait dit qu'il m'aimait, avait continué Isabelle, les larmes coulant sur ses joues. Nous avions parlé de nous marier, d'avoir des enfants un jour. Mais quand c'est devenu réel, il s'est enfui comme un lâche. C'est à ce moment-là que Thomas était entré dans sa vie. Il travaillait dans la même entreprise qu'une amie d'Isabelle, et cette amie les avait présentés lors d'une soirée. Thomas, avec sa gentillesse naturelle et sa stabilité, était devenu le sauveur d'Isabelle. Il ne savait pas qu'elle était enceinte au début de leur relation. Quand j'ai finalement trouvé le courage de lui dire que j'étais enceinte, avait raconté Isabelle, il m'a simplement prise dans ses bras et m'a dit qu'il m'aimait, moi et le bébé. Il n'a jamais posé de questions sur le père biologique. Il a simplement accepté. J'avais gardé ce secret pendant 2 ans, le portant comme un fardeau lourd dans mon cœur. Mais maintenant, assise seule cette veille de Noël, sans pouvoir voir mes petits-enfants, une idée terrible et désespérée naissait dans mon esprit. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, je me sentais coupable de même envisager d'utiliser cette information. De l'autre, la douleur de l'éloignement forcé de mes petits-enfants était si intense que je cherchais désespérément une solution. Le jour suivant, je suis allé dans un magasin d'électronique au centre de Lyon. Le jeune vendeur m'a regardé avec curiosité quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. « Vous voulez un enregistreur numérique petit, c'est ça ? » ?»« Oui, quelque chose de discret. »« J'ai besoin d'enregistrer quelques conversations, c'est pour un projet personnel, » ai-je menti, sentant mon cœur s'accélérer. Le magasin sentait le plastique neuf et l'électronique. Il y avait des rangées d'appareils que je ne comprenais pas, des téléphones plus sophistiqués que tout ce que j'avais jamais vu. Le vendeur, un garçon d'environ 25 ans avec des cheveux blonds et un sourire patient, m'a montré plusieurs options. « Celui-ci est parfait pour vous, madame », a-t-il dit en me montrant un petit appareil noir pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Il a une autonomie de 8 heures et la qualité audio est excellente. Très facile à utiliser. Pendant la semaine suivante, j'ai élaboré mon plan soigneusement. Je savais qu'Isabelle allait au Café de la Paix tous les mardis matins avec ses amis. C'était sa routine religieuse depuis des années. Je me souvenais de la première fois qu'elle m'avait parlé de ces rencontres. « C'est mon moment à moi », avait-elle dit. Sandrine, Amélie et moi, nous nous connaissons depuis le lycée. C'est notre façon de rester connectés malgré nos vies occupées. J'avais toujours respecté ce temps qu'elle passait avec ses amis, pensant que c'était important pour elle d'avoir ce soutien social. Le Café de la Paix était un petit établissement charmant près de la place des Terreaux. Je le connaissais bien car j'y allais parfois avec Henri avant sa mort. Les propriétaires, Monsieur et Madame Dubois, étaient un couple âgé qui tenait le café depuis 30 ans. L'intérieur était décoré dans un style traditionnel français, avec des nappes à carreaux rouges et blancs et des photos en noir et blanc de lions accrochés au mur. Le mardi suivant, je suis arrivé au café une demi-heure avant Isabelle. J'ai choisi une table stratégique, près de la table qu'elle occupait toujours, et j'ai activé l'enregistreur que j'avais caché dans mon sac. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on puisse l'entendre. J'ai commandé un café au lait et un croissant que je n'avais aucune intention de manger. Mes mains tremblaient légèrement quand Madame Dubois m'a apporté ma commande. « Tout va bien, Madame Sylvie ?» avait-elle demandé avec concern, remarquant probablement ma nervosité. « Oui, oui, merci beaucoup », avais-je répondu, essayant de paraître normal. Quand Isabelle est arrivée avec ses amies, Sandrine et Amélie, mon cœur s'est emballé. Elles se sont assises exactement où je l'espérais, et bientôt la conversation a coulé avec la naturalité habituelle.
Sandrine était une femme blonde et élégante qui travaillait dans la mode. Elle portait toujours des vêtements impeccables et parlait avec un léger accent parisien. Amélie, plus petite et brune, était professeure de français dans un lycée. Elle avait une voix douce mais des opinions tranchées sur tout. « Comment vont les choses avec la belle-mère » a demandé Sandrine, remuant son café. Isabelle a levé les yeux au ciel. « Sylvie ? Dieu merci, j'ai réussi à me débarrasser d'elle. » Cette femme était un cauchemar, toujours à se mêler de l'éducation des enfants. Mais elle n'aidait pas beaucoup avec Emma et Louis, a questionné Amélie. Elle aidait, mais le prix était trop élevé. Elle remettait en question tout ce que je faisais. Et en plus, Isabelle a baissé la voix, et j'ai dû faire un effort pour entendre, elle ne découvrira jamais la vérité sur Emma. Mon sang s'est glacé. Sandrine s'est penchée vers l'avant. Quelle vérité ? Thomas pense qu'Emma est sa fille, mais en réalité, eh bien, vous connaissez ma relation avec Marc avant de rencontrer Thomas. Emma est la fille de Marc. Le monde a tourné autour de moi. Amélie a presque s'étouffé avec son café. Isabelle, tu n'as jamais dit ça à Thomas ? Et je vais le dire ? Bien sûr que non. Thomas est un père merveilleux pour Emma, et elle l'adore. En plus, Marc a disparu de ma vie il y a des années. Pourquoi compliquer les choses ? Mais Isabelle, c'est très sérieux. C'est sérieux pour rien. Emma est heureuse, Thomas est heureux, je suis heureuse. La seule personne qui pouvait tout gâcher était Sylvie, toujours à se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais maintenant que je me suis débarrassée d'elle, notre vie est parfaite. Elles ont ri, et Isabelle a continué. La vieille reste là à souffrir parce qu'elle ne peut pas voir ses petits-enfants. Bien fait. Elle aurait dû y penser avant de vouloir contrôler ma vie. J'ai senti ma gorge se serrer, des larmes de rage et de douleur brûlant mes yeux. Mais j'ai continué à enregistrer. Et si Thomas découvre un jour, a insisté Sandrine. Isabelle a haussé les épaules avec une froideur qui m'a choquée. Comment va-t-il découvrir ? La seule personne qui savait était Sylvie elle-même, et elle avait promis de garder le secret. Et maintenant que j'ai coupé les relations avec elle, je n'ai plus à m'inquiéter. À ce moment-là, j'ai compris la profondeur de la manipulation d'Isabelle. Elle avait utilisé ma promesse contre moi, sachant que je ne romprais jamais ma parole, même en étant expulsée de la vie de mes petits-enfants. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse, a continué Isabelle, un sourire cruel sur les lèvres. C'est de savoir qu'elle est là, seule dans son appartement, probablement en train de pleurer parce qu'elle ne peut pas voir Emma et Louis. Après toutes ces années à me critiquer, à me dire comment élever mes enfants, elle a enfin ce qu'elle mérite. Les mots d'Isabelle me transperçaient comme des couteaux. Je n'arrivais pas à croire que cette femme, que j'avais aidée et soutenue pendant tant d'années, pouvait être si cruelle. Quand elles se sont levées pour partir, je suis restée assise, tremblant. Pas de froid, mais d'un mélange de rage, de déception et de détermination que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce soir-là, chez moi, j'ai écouté l'enregistrement plusieurs fois. Chaque mot d'Isabelle résonnait dans mon esprit comme une sentence. Elle m'avait banni de la vie de mes petits-enfants, avait menti à Thomas pendant des années, et se moquait encore de ma souffrance. C'est alors que j'ai pris la décision qui changerait nos vies pour toujours. J'ai pris une enveloppe, j'ai mis l'enregistreur numérique à l'intérieur, avec une lettre que j'ai écrite le cœur brisé mais déterminé. Thomas, mon cher fils. Pendant 2 ans j'ai gardé un secret par amour pour notre famille. Mais après avoir été empêché de voir Emma et Louis, et après avoir découvert ce qu'Isabelle pense vraiment de moi et de toi, je ne peux plus porter ce mensonge. Dans cette enveloppe se trouve la vérité sur Emma. Écoute attentivement, et prends la décision que tu jugeras la meilleure. Je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Avec amour, maman. Le lendemain, les mains tremblantes, j'ai mis l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Thomas. Je ne savais pas que dans 48 heures, Isabelle serait en train de frapper à ma porte, désespérée, implorant mon pardon. Ce furent les 48 heures les plus longues de ma vie. Après avoir envoyé l'enveloppe à Thomas, je suis restée chez moi,
incapable de manger ou de dormir correctement. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter, m'attendant à ce que ce soit mon fils frappant à la porte. J'ai passé ces 2 jours dans un état de tension constante. Je me levais tôt, avant l'aube, et je restais assise près de la fenêtre de ma cuisine, regardant les rues de Lyon se réveiller lentement. Les boulangers ouvraient leurs magasins, les premiers travailleurs se dirigeaient vers les arrêts de bus, la vie continuait normalement alors que mon monde était suspendu dans l'attente. J'ai essayé de m'occuper, j'ai nettoyé l'appartement de fond en comble, j'ai organisé mes placards, j'ai même commencé à tricoter une écharpe pour Emma, puis je me suis arrêtée en réalisant que je ne savais pas si j'aurais jamais l'occasion de la lui donner. Le mercredi soir, j'ai presque craqué et j'ai failli appeler Thomas pour annuler toute l'affaire. J'ai pris le téléphone plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à composer le numéro. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de revoir la scène du café, les mots cruels d'Isabelle résonnant comme un écho douloureux. C'était un jeudi glacial de janvier quand c'est finalement arrivé. J'étais dans la cuisine en train de préparer un thé quand j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. Ce n'étaient pas les pas fermes de Thomas, c'étaient des talons hauts, frappant le marbre avec désespoir. Les coups sur la porte ont été violents, désespérés. « Sylvie! Sylvie! Ouvre cette porte !» C'était Isabelle. Sa voix était brisée, presque méconnaissable. Je ne l'avais jamais entendue ainsi. J'ai marché lentement vers la porte, mon cœur battant fort. Les coups ont continué, de plus en plus frénétiques. « S'il te plaît, Sylvie. Je sais que tu es là. S'il te plaît. » Quand j'ai ouvert, ce que j'ai vu m'a choqué. Isabelle, toujours si impeccable avec ses cheveux parfaitement coiffés et son maquillage parfait, était détruite. Les yeux rouges et gonflés d'avoir tant pleuré, les cheveux ébouriffés, le mascara coulant sur son visage. Elle portait le même manteau noir qu'elle avait porté 2 jours plus tôt, mais maintenant il était froissé, comme si elle avait dormi dedans. « S'il te plaît » a-t-elle chuchoté, tombant à genoux là même dans le couloir. « S'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'ai regardée en silence pendant quelques secondes. Une partie de moi ressentait de la pitié pour cette femme brisée devant moi, mais une autre partie se souvenait des 3 mois d'agonie que j'avais passés. « Entre » ai-je dit finalement, faisant un pas en arrière. Isabelle a pratiquement rampé dans mon appartement, sanglotant encore. Elle s'est assise sur le canapé, recroquevillée comme une enfant effrayée. « Thomas a écouté » ai-je demandé, fermant la porte. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Après quelques minutes, elle a réussi à contrôler les sanglots suffisamment pour former des mots. Il a tout écouté. Hier soir. Quand il est rentré à la maison, il m'a montré l'enregistreur et ta lettre. Il a dit qu'il voulait me donner la chance d'expliquer avant d'écouter. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle, attendant. J'ai essayé de nier au début, j'ai dit que tu mentais, que tu avais tout inventé par vengeance. Mais alors il a appuyé sur play. Sa voix a failli à nouveau. Et il a entendu ma propre voix dire ces choses horribles. Sur Emma qui n'était pas sa fille, sur toi, sur comment je me moquais de ta souffrance. Mes mains étaient entrelacées sur mes genoux, contrôlant ma respiration. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il a simplement pris quelques vêtements et il est parti. Il a emmené les enfants chez sa sœur Marie. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir, qu'il ne savait plus en qui il pouvait avoir confiance. Je me souvenais de Marie, la femme de Pierre, mon fils cadet. C'était une femme douce et compréhensive, parfaite pour accueillir Thomas et les enfants dans un moment pareil. Avant de partir, a continué Isabelle, sa voix tremblant, il m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais vus. Pas de la colère, pas de la tristesse, c'était pire. C'était de la déception profonde. Il m'a dit, « Je pensais te connaître, Isabelle. Je pensais que nous étions une équipe. Mais tu as menti pendant 8 ans, et pire encore, tu as banni ma mère de nos vies et tu te moquais de sa douleur. » Le silence a plané entre nous. Dehors, il commençait à neiger à nouveau, et les flocons blancs dansaient devant la fenêtre comme des larmes gelées. « Emma et Louis savent ?» ai-je demandé,
ma voix à peine un murmure. Isabelle a secoué la tête. Non. Thomas a dit aux enfants que c'était juste une visite spéciale chez tante Marie. Mais Emma est intelligente, elle a perçu que quelque chose se passait. Elle a demandé pourquoi papa était triste, pourquoi je pleurais. J'ai senti mon cœur se serrer en pensant à la confusion que mes petits-enfants devaient ressentir. Louis a essayé de consoler Thomas, a ajouté Isabelle, les larmes coulant de nouveau. Il lui a dit, « Papa, si tu es triste, tu peux prendre mon doudou. » Et Emma? Emma a dit qu'elle voulait t'appeler pour que tu viennes les réconforter tous. Ces mots ont transpercé mon cœur. Mes petits-enfants pensaient encore à moi, voulaient encore que je sois là pour eux. Thomas a pleuré quand Emma a dit ça, a continué Isabelle. Il l'a serrée dans ses bras et a dit, « Mamie Sylvie vous manque beaucoup, n'est-ce pas ?» Et Emma a répondu, « Oui, papa. » Pourquoi elle ne vient plus nous voir? Est-ce qu'elle ne nous aime plus? J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas pleurer. Et qu'est-ce que Thomas a répondu? Il a dit, « Mamie Sylvie vous aime plus que tout au monde. C'est maman qui a fait une erreur. » Et puis il m'a regardé avec tellement de déception dans les yeux. Isabelle s'est levée du canapé et a commencé à faire les 100 pas dans mon salon, se tordant les mains nerveusement. « Sylvie, » m'a-t-elle regardé avec des yeux suppliants, « je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin de ton aide. » Thomas ne répond pas à mes appels téléphoniques. Il ne répond pas à mes messages. Je ne sais pas quoi faire. Et pourquoi penses-tu que je devrais t'aider? Ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne l'avais voulu. Tu m'as expulsé de la vie de mes petits-enfants. Tu t'es moqué de ma souffrance avec tes amis. Tu m'as appelée la vieille. Elle s'est recroquevillée encore plus. Je sais. Je sais que j'ai été terrible. Mais s'il te plaît, pense aux enfants. Emma pose des questions sur toi tous les jours. Elle a dit qu'elle voulait te voir, qu'elle s'ennuyait de toi. Et qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Isabelle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi. Hier matin, avant que Thomas ne les emmène chez Marie, Emma est venue dans ma chambre. Elle avait ses grands yeux bleus pleins de larmes et elle m'a dit, « Maman, j'ai rêvé de Mamie Sylvie cette nuit. » Elle faisait des croissants pour nous et elle nous lisait des histoires. Pourquoi elle ne peut plus venir nous voir? Est-ce que c'est ma faute? Ces mots ont atteint mon cœur comme une flèche. Emma a pensé que c'était sa faute? Oui. Et Louis aussi. Il a demandé si c'était parce qu'il avait cassé ton vase préféré la dernière fois qu'il était venu ici. Tu te souviens? Ce petit vase bleu avec des fleurs? Je me souvenais parfaitement. Louis avait accidentellement fait tomber le vase en jouant au ballon dans le salon. Il avait pleuré pendant 1 heure, pensant que j'étais fâchée contre lui. J'avais passé tout l'après-midi à le rassurer, lui disant que les objets pouvaient être remplacés mais que lui était irremplaçable. J'ai dit à Louis que ce n'était pas sa faute, a continué Isabelle, mais il a dit, « Alors pourquoi mamie ne vient plus? Elle ne m'aime plus parce que j'ai cassé son vase ?» Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Tous ces mois à imaginer que mes petits-enfants m'avaient oublié, et ils ressentaient ma absence autant que moi je ressentais la leur. Isabelle, ai-je dit, me levant et marchant vers la fenêtre, ce que tu as fait était très grave. Tu as menti à Thomas pendant des années. Tu m'as utilisée comme confidente et puis tu m'as punie pour avoir gardé ton secret. Et pire encore, tu as privé mes petits-enfants de l'amour de leur grand-mère. Je sais, a-t-elle sangloté derrière moi. Je sais que j'ai tout gâché. Mais s'il te plaît, s'il existe une possibilité de réparer ça. Emma a besoin de son père. Et Louis aussi. Et moi, j'ai besoin de ma famille. Je me suis tournée pour la regarder. Thomas est leur père, Isabelle. Il peut ne pas être le père biologique d'Emma, mais c'est le seul père qu'elle connaît. Qu'elle aime. Ça ne change rien. Je sais. Et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Mais il est si blessé, par le mensonge, par tout ce que j'ai dit sur toi. J'ai respiré profondément, pensant aux options. Une partie de moi voulait la voir souffrir un peu plus,
voulait qu'elle ressente une fraction de la douleur que j'avais ressentie. Mais alors j'ai pensé à Emma et Louis, confus et effrayés, ne comprenant pas pourquoi leur famille s'effondrait. « Où est Thomas maintenant ?» ai-je demandé. « Chez Marie, dans le 8e arrondissement. »« Mais Sylvie, il ne voudra pas me parler. »« Peut-être que si tu y allais. »« Tu veux que j'intercède pour toi ?» Après tout ça ? Elle a hoché la tête désespérément. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça. Mais tu es la seule personne qu'il respecte encore. La seule qui peut lui faire voir que les enfants ont besoin que la famille soit unie. » J'ai regardé cette femme qui avait été ma tourmentatrice, maintenant complètement brisée devant moi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, de la compassion. Pas pour elle, mais pour les enfants innocents qui payaient pour l'erreur des adultes. « Très bien, » ai-je dit finalement. « Je vais parler à Thomas. Mais pas pour toi, pour mes petits-enfants. » Le soulagement sur le visage d'Isabelle était palpable. « Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Je promets que je vais compenser tout ça. Je vais être une belle-fille meilleure, je vais te laisser voir Emma et Louis quand tu voudras. » « Isabelle, l'ai-je interrompu, tes promesses ne signifient rien pour moi maintenant. Si je vais aider, c'est parce qu'Emma et Louis méritent d'avoir une famille. Mais sache que tu devras regagner la confiance de Thomas. Et la mienne aussi. » Avant de partir, Isabelle s'est arrêtée à la porte. « Sylvie, je veux que tu saches que je regrette vraiment tout. Pas seulement parce que Thomas l'a découvert, mais parce que j'ai réalisé combien j'ai été cruelle avec toi. Tu as toujours été là pour nous, et je t'ai traité horriblement. Je l'ai regardé sans dire un mot. Je sais que ça n'excuse rien, mais j'étais jalouse de toi. De la façon dont Emma et Louis t'adorent, de la façon dont Thomas te respecte. J'avais peur que tu prennes ma place dans leur cœur. Isabelle, ai-je dit doucement, il y avait de la place pour nous deux dans leur vie. Tu as créé une compétition qui n'existait pas. Ce soir-là, après qu'Isabelle soit partie, j'ai appelé Marie. Ma voix tremblait quand j'ai expliqué que j'avais besoin de parler à Thomas de toute urgence. Ce que je ne savais pas, c'était que cette conversation révélerait un secret encore plus grand, qui changerait notre famille d'une façon que même moi je n'imaginais pas. Le lendemain, j'ai marché dans les rues familières de Lyon en direction de la maison de Marie. C'était un samedi ensoleillé, mais froid, et la neige qui était tombée pendant la nuit couvrait la ville comme un manteau blanc et pur. Chaque pas résonnait dans le silence du matin, et mon cœur battait fort en pensant à ce que j'allais trouver. Le trajet m'a pris 40 minutes à pied. J'avais délibérément choisi de marcher au lieu de prendre le métro, ayant besoin de ce temps pour rassembler mes pensées et préparer ce que j'allais dire à Thomas. Les rues de Lyon étaient particulièrement belles ce matin-là, avec la neige fraîche qui recouvrait les toits des bâtiments anciens et les lumières dorées qui se reflétaient sur les surfaces blanches. Marie m'a reçue avec une étreinte serrée. Elle avait toujours été ma belle-fille préférée, mariée à mon fils cadet Pierre, et il n'y avait jamais eu de conflit entre nous. C'était une femme aux cheveux châtains coupés au carré, avec des yeux noisettes doux et un sourire chaleureux qui mettait tout le monde à l'aise. « Thomas est dans le jardin avec les enfants », a-t-elle dit doucement. « Ils ont construit un bonhomme de neige. » J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et mon cœur a presque cessé de battre. Là étaient Emma et Louis, riant et jouant avec leur père dans la neige. Pendant 3 mois j'avais été privée de cette vision, de cette joie innocente que seuls les petits-enfants peuvent apporter. Emma portait une combinaison de neige rose que je ne lui avais jamais vue, et Louis avait un bonnet bleu avec des oreillettes qui le faisaient ressembler à un petit ourson. Il courait autour de Thomas, lui lançant des boules de neige et riant aux éclats. Pour un moment, Thomas semblait presque normal, souriant et jouant avec eux. Mais même de loin, je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Comment va-t-il » ai-je demandé à Marie. « Anéanti » a-t-elle répondu honnêtement. Il n'a pas dormi correctement depuis qu'il a entendu l'enregistrement. Il regarde Emma avec une expression, c'est comme s'il ne savait plus qui elle était. Et les enfants ? Emma perçoit que quelque chose ne va pas. Elle demande pourquoi papa est triste, s'ils vont retourner à la maison. Louis est plus petit,
mais il ressent aussi la tension. Hier soir, il a demandé à Thomas, « Papa, pourquoi tu pleures quand tu penses que nous ne regardons pas ?» Marie m'a servi un café dans une tasse en porcelaine blanche avec de petites fleurs bleues. Ses mains tremblaient légèrement quand elle me l'a tendu. « Sylvie, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi, je sais que ce n'est pas ma place de commenter, mais ce qu'Isabelle a fait était impardonnable. Thomas m'a tout raconté hier soir. Comment elle t'a banni de la vie des enfants, comment elle se moquait de ta souffrance. » J'ai hoché la tête, sentant encore la douleur de cette trahison. Mais les enfants, Sylvie, ils souffrent aussi. Emma m'a demandé 3 fois ce matin si tu allais venir les voir aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait fait un dessin spécial pour toi à l'école, avec vous deux en train de nourrir les canards au parc. J'ai respiré profondément. Puis-je lui parler ? Marie a hoché la tête et a ouvert la porte arrière. Thomas ? Ta mère est ici. Thomas a levé les yeux, et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Mon fils, toujours si fort et décidé, semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Ses yeux étaient rouges et fatigués, et il y avait une barbe de plusieurs jours qui lui donnait un air négligé que je ne lui avais jamais vu. « Mamie Sylvie !» Emma a crié, courant vers moi les bras ouverts. Mon monde s'est illuminé instantanément. J'ai embrassé ma petite fille de toutes mes forces, sentant son odeur douce et familière, ses petites mains serrant mon cou. « Tu m'as manqué, mamie », a-t-elle chuchoté dans mon oreille. « Toi aussi, ma chérie. Beaucoup, beaucoup tu m'as manqué. » Louis est arrivé en courant juste après, et là, embrassant mes petits-enfants dans la neige, j'ai senti qu'une partie de mon âme retournait à sa place. « Mamie, regarde notre bonhomme de neige, » a dit Louis avec enthousiasme, me tirant par la main vers leur création. C'était un bonhomme de neige parfaitement proportionné, avec des boutons faits de petites pierres noires, une carotte pour le nez, et une écharpe rouge autour du cou. Emma avait utilisé des brindilles pour faire les bras, et Louis avait insisté pour mettre son propre bonnet sur la tête du bonhomme. « Il est magnifique », ai-je dit, et j'ai vu les visages des enfants s'illuminer de fierté. « Papa nous a aidés », a dit Emma, mais il était triste. J'ai essayé de lui dire des blagues pour le faire rire, mais ça n'a marché qu'un petit peu. « Marie, peux-tu emmener les enfants à l'intérieur ? Je veux faire du chocolat chaud, » a dit Thomas, sa voix fatiguée. Quand nous nous sommes retrouvés seuls dans le jardin, Thomas s'est assis sur le banc en bois où nous avions eu tant de conversations pendant son enfance. Je me souvenais de l'avoir trouvé là, pleurant à l'âge de 12 ans parce qu'un garçon à l'école l'embêtait. J'avais passé 1 heure à lui expliquer comment gérer les intimidateurs avec intelligence plutôt qu'avec la force. « Maman, » a-t-il dit, sans me regarder dans les yeux, « pourquoi as-tu gardé ça pour moi pendant si longtemps ?» Je me suis assise à côté de lui, choisissant mes mots soigneusement. Parce qu'elle m'avait demandé de le garder. Et parce qu'à l'époque, j'ai pensé que ce serait mieux pour tous. Mieux ? Sa voix portait une amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. Maman, j'ai vécu un mensonge pendant 8 ans. Emma pourrait ne pas être ma fille. Thomas, ai-je dit fermement, me tournant pour le regarder en face, regarde-moi. Il a levé les yeux à contre-cœur. Emma est ta fille. Elle peut ne pas partager ton sang, mais elle est ta fille. Tu étais là quand elle est née, quand elle a fait ses premiers pas, dit ses premiers mots. Tu lui as appris à faire du vélo, tu lui as lu des histoires pour qu'elle s'endorme. Ça ne change rien. Mais le mensonge, maman. Le mensonge était terrible. Isabelle a gravement eu tort. Mais punir Emma pour ça serait encore pire. Thomas est resté silencieux pendant un long moment, observant le bonhomme de neige qu'il avait construit avec les enfants. Le soleil commençait à le faire fondre légèrement, et de petites gouttes d'eau tombaient de son nez en carotte. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a-t-il finalement dit. Ce n'est même pas la question de la paternité d'Emma. C'est ce qu'Isabelle a dit sur toi. Comment elle s'est moquée de ta souffrance, comment elle avait planifié de t'éloigner de nous. J'ai senti des larmes brûler mes yeux. Thomas. Maman, j'ai permis qu'elle fasse ça. J'ai été complice.
J'ai laissé qu'elle t'empêche de voir Emma et Louis. Comment ai-je pu être si aveugle? Parce que tu lui faisais confiance. Parce que tu voulais maintenir la paix dans la famille. Et j'ai failli perdre ma mère dans le processus. Nous sommes restés en silence, observant Lyon se réveiller au loin. Finalement, Thomas a parlé à nouveau. J'ai besoin de connaître la vérité sur Emma. Je vais faire un test ADN. Mon cœur s'est serré. Et si ça confirme qu'elle n'est pas biologiquement ta fille? Alors je vais gérer ça. Mais Emma ne saura jamais la différence. Pour elle, je serai toujours papa. À ce moment-là, j'ai ressenti de la fierté pour l'homme que mon fils était devenu, même au milieu de tant de douleurs. Et Isabelle, ai-je demandé. Thomas a soupiré profondément. Je ne sais pas si je peux lui pardonner, maman. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau. Elle est détruite, Thomas. Elle est venue me supplier pardon hier. Et tu as pardonné? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. J'ai pardonné pour Emma et Louis. Ils ont besoin que la famille soit unie. Mais la confiance, ça, elle devra la regagner. Nous avons parlé pendant encore 1 heure dans ce jardin, partageant nos douleurs et nos espoirs. Thomas m'a raconté comment il se sentait trahi, non seulement par le mensonge sur Emma, mais par la façon dont Isabelle avait délibérément détruit ma relation avec les enfants. Tu sais ce qui me tue le plus, a-t-il dit. C'est que pendant tous ces mois, Emma et Louis demandaient après toi, et je leur disais que tu étais occupé, que tu viendrais bientôt. Ils te faisaient des dessins que je gardais, pensant te les donner quand Isabelle se calmerait. Ils ont fait des dessins pour moi? Des dizaines. Emma a fait un portrait de vous deux dans le parc, et Louis a dessiné notre famille, mais il t'a mise au centre, plus grande que tous les autres. Il a dit, mamie est la plus importante. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Mes petits-enfants ne m'avaient jamais oublié. 1 semaine plus tard, les résultats du test sont arrivés. Thomas m'a appelé, sa voix étrangement calme. Maman, peux-tu venir ici? J'ai quelque chose à te dire. Quand je suis arrivée chez Marie, j'ai trouvé Thomas assis à la table de la cuisine avec une enveloppe dans les mains. Son expression était indéchiffrable. J'ai ouvert les résultats, a-t-il dit. Mon cœur s'est arrêté. Et Emma est ma fille biologique. Le soulagement m'a frappé comme une vague. Thomas. Mais il y a quelque chose de plus, a-t-il continué, et son expression était étrange. J'ai demandé de faire le test sur Louis aussi, juste pour être absolument sûr de tout. J'ai senti un froid dans la colonne vertébrale. Et Louis n'est pas mon fils. Le monde a tourné autour de moi. Qu'est-ce que tu dis? Isabelle a menti sur le mauvais enfant, maman. Emma a toujours été ma fille. Mais Louis est le fils de ce Marc. Mon esprit s'est bloqué en essayant de traiter cette information. Mais ça veut dire que Isabelle ne connaissait même pas complètement la vérité. Qu'elle a vécu toutes ces années en pensant qu'elle avait menti sur Emma, quand en réalité le mensonge portait sur Louis. À ce moment-là, j'ai compris la complexité tragique de toute la situation. Isabelle avait porté une culpabilité sur la mauvaise fille, pendant qu'elle élevait le fils d'un autre homme en pensant qu'il était de Thomas. Tu vas le dire à Isabelle, ai-je demandé. Thomas a secoué la tête lentement. Je ne sais pas, maman. J'ai besoin de réfléchir. Louis m'appelle papa, il m'aime comme son père. Est-ce que ça changerait quelque chose? J'ai regardé mon fils, voyant la sagesse qu'il avait acquise à travers tant de douleurs. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Que Emma et Louis sont mes enfants, indépendamment de l'ADN. Que Isabelle a commis des erreurs terribles, mais que nous en commettons tous. Et que notre famille a déjà assez souffert. Cette révélation m'a fait réaliser quelque chose de profond. Dans son ignorance partielle de la vérité, Isabelle avait vécu avec une culpabilité qui n'était qu'à moitié justifiée. Elle s'était torturée à propos d'Emma pendant des années, pendant que le vrai secret concernait Louis. 3 mois plus tard,
Thomas et Isabelle essayaient de reconstruire leur mariage. Ce n'était pas facile, il y a eu de la thérapie de couple, de longues conversations difficiles, et beaucoup de travail pour regagner la confiance. Mais ils ont persisté, par amour pour les enfants et, graduellement, l'un pour l'autre. Le processus de réconciliation était douloureux et lent. Isabelle a dû apprendre à vivre avec la honte de ses actions, pendant que Thomas luttait pour faire confiance à nouveau. Il y a eu des nuits où ils dormaient dans des chambres séparées, des jours où ils pouvaient à peine se regarder. Mais quelque chose de beau a émergé de cette crise. Thomas et Isabelle ont commencé à communiquer d'une façon qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Ils parlaient de leurs peurs, de leurs insécurités, de leurs rêves. La thérapie leur avait appris à exprimer leurs sentiments sans attaque ni défense. Isabelle n'a jamais su la vérité sur Louis. Thomas a décidé qu'elle avait déjà assez souffert, et que la vérité ne causerait que plus de douleur inutile. Louis a continué d'être simplement son fils, comme il l'avait toujours été. Un jour, 3 mois après la révélation, Isabelle est venue chez moi avec les enfants. C'était un mercredi après-midi, notre jour traditionnel, et elle a frappé à ma porte avec hésitation. « Sylvie » a-t-elle dit quand j'ai ouvert, « je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais, voudrais-tu reprendre tes mercredis avec Emma et Louis ? Ils parlent de toi tout le temps. » J'ai regardé mes petits-enfants derrière elle, Emma tenant un dessin dans ses mains et Louis serrant son nouveau doudou. « Mamie » ont-ils crié à l'unisson, courant vers moi. Et dans cette étreinte, j'ai su que nous étions en train de guérir. Quant à moi, j'ai récupéré ma place dans la famille. Emma et Louis sont revenus me rendre visite tous les mercredis, et les croissants chauds ont recommencé à égayer ma maison. Isabelle a complètement changé, elle est devenue respectueuse, affectueuse, et sincèrement repentante de ses erreurs passées. Un mercredi, pendant qu'Emma et Louis jouaient dans le salon, Isabelle et moi étions assises dans la cuisine, buvant du thé en silence. Finalement, elle a parlé. « Sylvie, je veux que tu saches que j'ai appris quelque chose d'important pendant cette crise. J'ai réalisé que la famille n'est pas une compétition. Il y a assez d'amour pour tout le monde. » J'ai hoché la tête, touchée par sa sincérité. Et je veux que tu saches que je ne t'empêcherai plus jamais de voir Emma et Louis. Ils ont besoin de toi dans leur vie. Nous avons tous besoin de toi. Aujourd'hui, pendant que j'observe Emma et Louis jouer dans le parc de la Tête d'Or, je comprends que parfois nous devons passer par l'obscurité la plus profonde pour trouver la lumière. Ma décision de révéler ce secret a presque détruit notre famille, mais l'a aussi sauvée. J'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier, mais choisir d'aimer malgré la douleur. Que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure qu'un mensonge. Et que l'amour d'une grand-mère pour ses petits-enfants peut déplacer des montagnes, ou dans ce cas, peut déplacer le cœur d'une belle-fille repentante. La famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de choix, d'engagement et d'amour inconditionnel. Et parfois, les plus grandes leçons viennent des moments les plus difficiles. Emma court vers moi, ses yeux bleus brillants de joie. « Mamie, tu vas faire ces croissants spéciaux demain ? » « Bien sûr, ma petite », je réponds, l'embrassant. « Toujours. » Et dans cette étreinte, je trouve la paix que j'ai cherchée pendant des mois solitaires. Parce qu'à la fin, l'amour gagne toujours. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que Louis ne saura jamais qu'il n'est pas le fils biologique de Thomas. Pour lui, Thomas sera toujours papa, et c'est comme ça que ça doit être. Parce que parfois, les plus beaux mensonges sont ceux qui protègent l'innocence de ceux qu'on aime. Et quand je regarde Louis courir vers moi en criant « Mamie », je sais que l'amour véritable n'a rien à voir avec l'ADN. Il s'agit de qui est là quand on a besoin d'eux, qui nous aime inconditionnellement, et qui choisit d'être famille chaque jour. C'est ça, la vraie leçon de cette histoire, l'amour ne se mesure pas en gènes, mais en gestes quotidiens d'affection, de soutien et de présence. Et ça, personne ne pourra jamais nous l'enlever. Mes chers amis qui m'écoutez, si cette histoire vous a touché, c'est parce qu'elle résonne avec quelque chose de profond dans vos cœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent ou ont vécu des situations similaires.
Combien de grands-mères se retrouvent éloignées de leurs petits-enfants à cause de conflits familiaux? Combien de femmes portent des secrets qui pèsent sur leur conscience? Combien d'entre vous ont été blessés par des belles-filles ou des proches qui ne comprennent pas la profondeur de votre amour? Vous n'êtes pas seul. À 69 ans, j'ai appris que même dans nos moments les plus sombres, il existe toujours un chemin vers la lumière. Parfois, ce chemin demande du courage, le courage de révéler une vérité difficile, le courage de pardonner quand on a été profondément blessé, ou le courage de tendre la main en premier. Si vous vivez une situation similaire avec votre famille, si vous êtes séparé de vos petits-enfants, si vous portez un secret qui vous ronge, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Mais faites-le avec sagesse, avec amour, et toujours en pensant au bien des enfants innocents qui ne comprennent pas les conflits des adultes. Je voudrais que vous partagiez cette histoire avec d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Partagez-la avec cette amie qui souffre en silence, avec cette voisine qui ne voit plus ses petits-enfants, avec cette collègue qui porte un fardeau trop lourd sur ses épaules. Laissez-moi un commentaire et racontez-moi votre propre histoire. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous surmonté les conflits familiaux? Vos mots peuvent donner de l'espoir à une autre grand-mère qui traverse une période difficile. N'hésitez pas à dire ce que cette histoire vous a fait ressentir. Avez-vous pleuré avec moi? Avez-vous ressenti de la colère contre Isabelle? Vous êtes-vous reconnu dans ma douleur? Vos émotions sont importantes, et les partager peut aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Si vous connaissez une grand-mère qui traverse une épreuve similaire, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, savoir qu'on n'est pas la seule à souffrir peut faire toute la différence. Parfois, une histoire comme la mienne peut donner le courage nécessaire pour faire le premier pas vers la réconciliation. Et vous, les belles filles qui m'écoutez, je vous en supplie, ne laissez jamais l'orgueil ou la jalousie vous séparer de l'amour d'une grand-mère pour ses petits-enfants. Nous ne sommes pas là pour vous remplacer, mais pour enrichir la vie de vos enfants avec notre sagesse, notre expérience et notre amour inconditionnel. Rappelez-vous, la famille n'est pas parfaite, mais elle est précieuse. Les erreurs peuvent être pardonnées, les blessures peuvent guérir, et l'amour peut triompher de tout, même des mensonges les plus douloureux. Alors, mes chers amis, je vous demande, likez cette vidéo si elle vous a ému, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, et surtout, commentez pour me dire comment cette histoire a résonné dans votre cœur. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de femmes qui se soutiennent, qui s'entraident, et qui prouvent que même à 69 ans, on peut encore changer le cours de l'histoire. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé cette émotion avec moi. Et n'oubliez jamais, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Avec toute mon affection. Sylvie. Si cette histoire vous a donné envie de reprendre contact avec un proche dont vous êtes séparés, faites-le aujourd'hui. La vie est trop courte pour porter des rancunes, et nos petits-enfants grandissent si vite.